Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Tu t'appelles bien Mathieu ? Je m'appelle bien Mathieu. Je n'ai pas encore fait de boulette, mais je préfère... Et toi Maxime ? Ouais. Non, parce que moi aussi je peux me planter. Salut Benjamin, merci de me recevoir. Allez go, c'est parti. Bon, salut Mathieu. Salut Maxime. Ça va ? Ouais, très bien. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast. Où on va parler d'immobilier. Alors là, on est encore au cœur du sujet. Des fois, on a des invités où on s'éloigne un peu de ça. Mais là, tu es le fondateur de Split. On va dire ce que c'est. Alors, Split avec 2i, 3i, 2i. Ouais, 2i. T'as un foutu confrère, enfin même pas un confrère, c'est une autre boîte qui s'appelle Split avec 3i ou... Ouais, alors c'est pas un confrère, ils font du partage d'abonnements. Voilà, c'est ça. Mais... Et ils ont 3i et ils se sont créés à 2 mois d'intervalle de notre boîte. C'est trop marrant. Ouais, et je connais un peu le fondateur, parce qu'il habite Bordeaux comme moi, donc on se croise de temps en temps. Ok, Voilà. Bon, très bien. Bon, on va parler évidemment de Split, de la fondation de la boîte, ce que vous faites et ainsi de suite. Je voudrais d'abord un peu te parler de toi, d'où tu viens, ce que tu as fait avant la création de la boîte. Quelles sont un peu tes motivations, ce genre de choses. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter, Mathieu, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi je m'appelle Mathieu, j'ai 41 ans. Je suis bordelais d'origine. Je suis papa de 2 magnifiques enfants. Et puis, écoute, moi j'ai un parcours académique relativement classique, avec une école de commerce que j'ai fait à Marseille, Euromed, qui maintenant est Kedge, le programme Grande École. Voilà, donc j'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait mon expérience ensuite à Marseille en école de co, avec une année césure un peu à l'étranger en Australie, aussi chez Lu, Danone Lu, pendant 6 mois à Paris. Et premier job en immobilier de bureau à Paris, chez BNP Paribas Real Estate, où j'y ai passé un certain nombre d'années. Ok. Voilà. Et direct dans l'immobilier Et direct dans l'immobilier, en fait, je suis arrivé dans l'immobilier un peu par hasard quand même. Je suis rentré de césure d'école et j'étais en coloc avec un très bon pote qui, lui, n'avait pas fait de césure, mais qui avait fait une alternance et qui avait fait une alternance chez BNP Paribas Real Estate à Aix-Marseille. Et quand je suis rentré de ma césure, je lui ai dit « Mais attends, ça a l'air sympa quand même ton job, explique-moi un peu plus. » Et puis j'ai passé du temps avec lui, puis j'ai passé du temps avec son équipe parce qu'on buvait des verres de temps en temps. Et puis à l'occasion d'un verre bien arrosé, j'ai passé mon CV, je leur ai dit « Moi, ça peut m'intéresser ce job, a priori, vous marrez bien, c'est sur le terrain, il y a du contact client. » Bref, il y a un peu tous les ingrédients de la bonne recette, en tout cas de ma bonne recette, qui moi me plaisait. Et voilà, et c'est passé comme ça. Et puis j'avais de toute façon la volonté d'aller à Paris pour notamment retrouver ma femme qui, elle, était à Bordeaux en école et qui allait travailler, faire son premier job à Paris. Et puis j'ai passé mon CV par l'intermédiaire de Marseille, c'est remonté à Paris, j'étais embauché quasiment le jour même, j'ai fait un entretien le soir même, j'étais pris. Ah ouais, et rapide. Puis j'ai commencé, en fait j'avais magouillé un peu le truc parce que je devais faire un stage de fin d'études encore, et en fait ils m'ont embauché directement, donc le stage de fin d'études je l'ai fait passer sur la césure, et j'ai commencé comme ça en CDI alors que j'avais pas tout à fait fini mon école, chez BNP, et donc dans le grand bain de l'immobilier, mais d'une toute petite partie finalement de l'immobilier, était bien placé pour le savoir puisque tu interviews un certain nombre de personnes, et donc dans l'immobilier, ce qu'on appelle le brokerage, où en fait on accompagne des entreprises, on accompagne aussi des propriétaires. Et alors, moi c'était vraiment un segment hyper segmenté, puisque mon premier métier c'était sur une petite partie des arrondissements parisiens, donc le 8e, le 16e et le 17e, et je faisais que de la location et que du bureau. Voilà, et ça a été mon premier job. Ok, on va en parler un peu plus en détail juste après. Alors déjà, le destin, ce que tu me laisses penser, c'est que buvez des coups avec des copains et vous trouverez du boulot, quoi. Enfin, évidemment, de toute façon, partageons des moments, partager un maximum de moments, c'est s'offrir un maximum d'opportunités, c'est clair. Le réseau, quoi, globalement. Et toi,
tu viens pas du tout, ce que tu me disais, du monde de l'immobilier. C'est-à-dire qu'avant ça, tes parents, quoi que ce soit, t'avais pas de sujet... Pas du tout. Moi, j'ai... non, pas du tout. Moi, j'ai un père entrepreneur, entre guillemets, parce qu'il était vétérinaire, donc il avait sa clinique et on savait ce que c'était que l'entreprise et la gestion, en tout cas, d'une clinique. Ma mère qui était dans les assurances. L'immobilier, ils en faisaient un petit peu en famille, mais vraiment, c'était tout à fait marginal. Et je ne connaissais rien à l'immobilier, mais même d'ailleurs en école de commerce, je veux dire, il y en a pas mal qui se disent au lycée, moi je vais faire une école dans l'immobilier, en tout cas je vais me spécialiser en immobilier. Moi, c'était absolument pas dans mon esprit. D'ailleurs, ma césure, je me suis pas du tout posé la question d'aller dans l'immobilier. Je me suis dit, ok, moi je suis quand même un profil vendeur. En tout cas, j'ai envie de partir dans cette branche-là. Et je suis allé dans la grande distribution parce que je me suis dit, c'est une super école de vente. Donc l'immobilier, c'était très loin et puis je l'ignorais complètement. Ok, ouais, donc tu es rentré dedans un peu par hasard, quoi. Enfin, en disant, ok, les mecs ont l'air sympas, bonne ambiance. Oui, et surtout, en fait, j'ai compris, comme je le vois, c'était mon coloc, donc le soir, il me racontait ses journées. Et puis, où je le faisais, et puis lui, en plus, ça l'intéressait vraiment. Et donc, je me disais, mais c'est super intéressant parce que tu vois des chefs d'entreprise qui ont leurs problématiques et problématiques de chefs d'entreprise. Enfin, moi, en tout cas, ça me parlait. J'étais là, moi, demain, si j'ai des interlocuteurs chefs d'entreprise, c'est quand même globalement ce que je veux. En plus de ça, j'avais quand même aussi eu l'expérience grande distribution avec des interlocuteurs un peu différents. Donc, j'avais vu les avantages, j'avais aussi vu les inconvénients par rapport à mes ressentis, etc. Et je m'étais dit, moi, des interlocuteurs chefs d'entreprise, ça me parle bien. Il y a aussi un autre monde qui est plutôt le métier, alors là, vraiment de l'immobilier compétents, professionnels avec les propriétaires qui détiennent leurs actifs, etc. Et c'est toute une autre manière de les aborder, de les accompagner, de les conseiller et eux-mêmes, leurs enjeux, le contexte est différent, les enjeux sont différents. Et puis on est intermédiaire de tout ça, donc on essaie de faire converger des intérêts divergents. Ça m'a parlé. Ok, canon. Et en plus de ça, il faut se le dire, c'était aussi les belles années, parce que c'était 2007, et 2006, 2007, et voilà, c'était les années fastes, et les affaires quand même fonctionnaient bien, et donc quand les affaires fonctionnent bien, il y avait cet esprit festif qui était bien présent, et donc avec une très belle ambiance. Moi j'avais un peu l'impression quand je l'ai retrouvé que c'était la troisième mi-temps de mon école de commerce, quoi. Et donc je me dis, mais attends, si le monde professionnel c'est ça, ils s'éclatent, ils rencontrent du monde, ils apprennent au quotidien, et en plus de ça, le soir ils se retrouvent et il y a une super ambiance. Moi c'est ce que je veux faire. T'as les nouvelles encore de ton coloc là Bien sûr, témoin de mariage. Okay. Voilà, et c'est maintenant ah ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Il habite Strasbourg, on est un peu loin, mais voilà, il vient passer un week-end chez moi dans un mois. Ok. Et il est encore dans l'immobilier Ah ouais, plus que jamais. Alors, il a fait vraiment, lui aussi, il a fait toutes ses classes chez BNP. Belle école, BNP. Il était strasbourgeois en fait d'origine. Donc, il a passé 5-6 ans quand même à Aix-Marseille. Et puis ensuite, il est reparti à Strasbourg, puisqu'il s'est marié avec une Strasbourgeoise. Et il y a passé un peu plus de 10 ans et il a monté sa structure il y a maintenant 2 ans qui cartonne. Voilà. Dans l'IMO qui s'appelle, est-ce que je ne vais pas dire de bêtises, MCIE. Voilà, okay. C'est ça, MCIE. Super belle boîte. Ok. Canon, c'est marrant, vous avez un parcours un peu parallèle du coup. Exactement, ouais, tout à fait. Royal. Alors, BNP c'est une banque. Quand on la voit, en tout cas, moi en tant que simple citoyen, je la vois comme une banque. Mais en fait, il y a aussi une partie immobilière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et du coup, dérouler jusqu'à ton métier que tu faisais dans tes premières années ? Alors, BNP, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je n'ai pas été embauché par BNP. J'ai été embauché par une société qui s'appelait Attisserie l'Auguste Thouars, qui était franchement le leader, un des leaders, en tout cas incontesté en France, de l'immobilier d'entreprise. Et BNP avait racheté cette entité-là, d'ailleurs au même moment qu'ils avaient racheté Meunier, la promotion immobilière. En fait, BNP s'était armé d'une branche immobilière qui s'appelle BNP Paribas Real Estate. Et donc, moi, je suis arrivé alors, après le rachat, mais pour autant, on avait encore conservé le nom de Attisserie l'Auguste Thouars. Et voilà, et ensuite, moi j'ai été donc uniquement dans cette branche-là de Auguste Thouars et encore plus précis de la location de bureaux, etc.
Donc j'ai commencé dans ce département-là, mais pour autant, c'est un peu plus large que ça. Et d'ailleurs, BNP Paribas Real Estate est un peu plus large parce que, donc bien sûr, il y a un département promotion, il y a un département logement résidentiel, il y a de l'expertise, il y a du property management, et donc il y a ce qu'on appelle BNP Paribas Real Estate Transactions, qui est principalement du brokerage, donc de la vente. C'est quoi ça, du brokerage? Alors, c'est un rôle d'intermédiaire. Ok. Donc c'est des opérations de vente, de location, de vente investissement sur différentes classes d'actifs. On a bien entendu le bureau, on a le commerce, il y a l'hôtellerie, et puis il y a l'activité, la logistique. Voilà, et donc c'est ce rôle-là d'intermédiaire entre un propriétaire d'un actif de cette classe, souvent d'ailleurs les propriétaires, en tout cas institutionnels, ont plusieurs classes d'actifs, et une entreprise qui est intéressée par le fait d'acheter, et ou sinon louer, et ou sinon acheter avec des locataires à l'intérieur, cette classe d'actifs-là. Ouais, et toi, ton métier, c'est de rassembler, dire... Et moi, mon métier, en tout cas, quand je suis arrivé le premier jour, c'était en janvier 2008, on m'a dit, alors toi, tu vas accompagner une entreprise qui cherche entre 0 et 300 mètres carrés à Paris, sur soit le 8e, soit le 16e, soit le 17e arrondissement. Ça, débrouille-toi. Et débrouille-toi, plus ou moins. Mais c'était quand même pas mal débrouille-toi. Et voilà, donc c'était très limité, parce que la réalité, c'est que 0,300 mètres carrés, c'est quoi? C'est des boîtes qui vont jusqu'à 20 personnes, quoi. Et donc, en tout cas, c'était mon scope d'intervention. Et mon job, c'était d'accompagner des chefs d'entreprise de cette taille-là à trouver leurs biens. Mais après, la complexité, entre guillemets, c'est que c'était sur un marché extrêmement tendu, avec des loyers qui sont quand même les loyers qui étaient, et qui le sont encore d'ailleurs, les loyers les plus chers de Paris. Donc c'était une catégorie de clients assez sélecte, hyper exigeant, beaucoup dans le conseil, beaucoup de cabinets d'avocats, etc., etc. Et donc il fallait accompagner pour trouver leur bureau. Donc c'était super intéressant parce qu'il y avait du challenge, quoi. Et puis ça te crée un réseau, j'imagine, parce qu'en fait, il faut être un peu dans les petits papiers, il faut savoir qu'un tel va partir, ou ce genre de choses. Donc, comment tu fais pour trouver les locaux vides ou en location Alors, c'est la grande force de rentrer dans des groupes comme BNP, c'est-à-dire qu'il y a de telles synergies entre tous les départements, et puis un historique que en fait, on a ces informations-là. Okay. Dans ce marché-là, on dit, et ça marche encore d'ailleurs, qui tient l'offre, tient la demande, parce que c'est exactement ça. Si tu ne sais pas s'il y a des locaux qui sont disponibles, ou qui se libère, ton client, tu auras du mal à lui proposer des solutions. Et donc chez BNP, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'informations sur les libérations à venir, une connaissance propriétaire qui était très importante, et souvent d'ailleurs qui descendait en cascade des départements d'investissement parce qu'ils vendaient l'immeuble à un nouvel investisseur qui donc nous faisait confiance pour recommercialiser, etc. Et donc en cascade, on avait finalement beaucoup d'informations. C'est encore le cas des grands groupes qui profitent de toutes ces synergies. Et à Tisserie-l'Auguste-Thouars, c'était déjà ça. Donc il y avait cette matière-là déjà bien avant. Et en plus de ça, avec des personnes qui avaient souvent un historique de 15, 20, 30 ans sur ce secteur-là, avec ces interlocuteurs-là aussi. Donc forcément, ça aide à ce qu'on ait toute la bonne info. Ok. Sans vouloir dénigrer ton parcours, je vais faire attention à ce que je dis, mais tu fais une école de commerce. Et est-ce que ton école, ton métier que tu démarres là chez BNP, parce que j'ai l'impression que ton métier, c'est un peu, l'école un peu de la vie, enfin de dire, bon, allez, vas-y, débrouille-toi et fais ça. Tu vois, est-ce qu'il y avait besoin de faire une école de commerce pour ça et tu vois, c'est quoi un peu les compétences dont tu avais besoin Ouais, c'est une bonne question. Le métier, c'est un peu l'école de la vie, déjà, juste là-dessus. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est marrant. Moi, on m'avait dit quand j'étais rentré chez BNP, et je le retiens et je le répète aujourd'hui, on m'avait dit, tu sais quoi, c'est un peu comme si tu avais ta petite entreprise aujourd'hui. Donc, sauf que tu as ton chiffre d'affaires à réaliser, finalement c'est ça ton objectif, mais tu te débrouilles un peu par tes moyens. Alors on va te donner les moyens de mieux te débrouiller, etc. Mais globalement, comme un chef d'entreprise, tu dois aller atteindre tes objectifs, etc. Et tu te débrouilles finalement un peu à ta manière. Bref, donc c'est un peu l'école de la vie, c'est vrai. Est-ce que l'école de commerce sert? Pas nécessairement, mais ça dépend de ce que tu veux faire ensuite et quelle
quels sont aussi tes souhaits d'évolution, tu vois. Et moi, mon école de commerce m'a pas mal apporté sur la partie plutôt contexte, compréhension de mon environnement, compréhension des... un peu des enjeux de tes clients. Alors des enjeux clients, mais même des enjeux internes. Tu vois, d'avoir un regard ou d'apporter peut-être une critique marketing, des critiques process, ou en tout cas, tu vois, plutôt finalement de se dire, ça c'est des choses que je maîtrise pas en soi, mais j'en ai quand même un peu entendu parler, ça m'intéresse et donc je vais regarder ça de plus près ou voilà. Et je dirais que là-dessus, ça m'a beaucoup appris, finalement plutôt à me questionner ou à me poser les bonnes questions, ou en tout cas des questions tout court. Ouais. Pour autant, ce métier-là, mais tu peux le faire, en fait, tout le monde peut le faire. Il faut un peu de rigueur, beaucoup de rigueur, de l'organisation, beaucoup de volonté. Ça reste un métier commercial, donc il faut avoir cette envie-là, il faut se lever le matin, il faut planter des graines, enfin bon bref, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Et ça, absolument, tout le monde peut le faire. Et je veux dire, ce n'est pas une école qui va t'apprendre la volonté. Ouais, c'est ça. C'est à un moment, tu l'as ou tu l'as pas, ou tu l'acquiers, tu l'acquiers pas. Mais... Après, il y a un vrai sujet d'expérience. Et moi, ça m'a marqué. En fait, j'ai fait ce métier-là. Donc, je suis arrivé et j'étais assez convaincu que c'était fait pour moi parce que j'avais déjà eu des retours d'expérience avec des personnes que j'avais rencontrées où je m'étais dit, mais je le sens, quoi. Je sens que ça me parle, ce métier-là. Bref. Donc, j'attaque assez confiant finalement. Et puis, en fait, j'ai passé une première année catastrophique. Ouais, tu te prends des portes. Catastrophique. C'était, je pense, une des premières fois de ma vie que j'ai été confronté à l'échec. Parce que justement, on m'a dit, t'as ta petite boîte, t'as ton chiffre d'affaires, etc. Et en fait, j'ai fait quasiment zéro affaire, quoi. Enfin, je peux te le dire. J'ai fait, je me rappelle encore, ça m'a marqué, j'ai fait 8 opérations en un an pour 62 000 euros de chiffre d'affaires. À l'époque, quand je suis arrivé, j'étais arrivé donc début janvier, mon chiffre d'affaires, c'était 180 000 euros. Donc j'ai fait un tiers de mon chiffre d'affaires, quoi, à peu près. Mais c'était très mauvais, très mauvais. Alors, peu ou pas d'excuses, mais on a eu les mannes et tout, donc c'était vraiment pas une année facile. Pour autant, moi, je me suis remis en question énormément. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas Et en plus, je bossais. Enfin, je bossais vraiment beaucoup. Et ça marchait pas. Et puis, j'étais pas arrivé tout seul. Il y avait pas mal de monde qui était arrivé. Et globalement, les autres performaient plus. Bref. Donc, une première année absolument catastrophique. Et on pourra en parler, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais crois en toi et ça va payer. Et en fait, c'est un métier d'expérience. Et c'est un métier où plus tu as d'expérience, plus tu as de clés, comme plein de choses, plus tu anticipes, plus donc meilleures sont tes réactions. Et puis ensuite, plus tu bosses, plus ça marche. Et moi, quand je me suis accroché, parce qu'on m'a dit accroche-toi, parce que j'ai vraiment failli en tout cas abandonner. En tout cas, je me suis vraiment posé la question de partir sur un autre projet ou un autre métier en tout cas. Et puis en janvier, donc cette année cata, là, début janvier, j'avais quand même engagé beaucoup de volume d'affaires. Et mi-février, j'avais fait mon objectif de l'année suivante. Oh wow, ok, ça se débloque d'un coup. Ouais, en fait, souvent il y a il y a des déclics. En fait, je pense que vraiment, je manquais de maturité, je manquais de plein de choses. De lead, je laissais beaucoup trop faire mes clients, c'est eux qui m'expliquaient mon métier, etc. Enfin, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, je pense. Et en même temps, t'avais quoi, 24 ans, 25 ans? Ouais, 24 ans. Ouais. Et en fait, c'était génial. Je pense qu'il pouvait rien m'arriver de mieux que ça. Parce que je me suis tellement remis en question sur tout ce qu'il fallait, je savais tout ce qu'il fallait plus faire. Et puis le soir quand même, je cogitais, donc j'étais ok là-dessus, donc voilà. Et puis j'en parlais aussi avec des personnes qui sont devenues un peu mes mentors pour dire mais attends, là je fais ça marche pas. Ah bah ouais, non en effet c'est ça. Bref, voilà. Et en fait j'ai appris pas mal j'ai beaucoup appris de mes erreurs, de l'expérience des autres, des tips des autres. Après les années ont déroulé, mais ouais, mais c'est pas des moments qui sont évidents, effectivement. Les premières portes que tu te prends, les pires, c'est celles où tu es très confiant et pour une raison que tu ignores, tu dis putain, merde, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est rude. Ouais, moi, j'étais pas confiant sur ma réussite, j'étais confiant que le projet me convenait. Je me suis jamais dit, ça, tu vas cartonner. Mais en revanche, je savais que c'était fait pour moi. Et c'était ça, finalement, le plus dur à supporter, c'était de me dire putain, c'est fait pour moi. Mais je suis vraiment pas bon.
Et finalement, c'était encore plus dur. Et puis peut-être les collègues qui étaient un peu des copains, si j'ai bien compris, on est qui en tous plus devenus très performent. copains parce que c'était une période. Alors déjà, il y avait quand même cet esprit très famille chez la tisserie l'Auguste Thouars. Et on rentrait dans cette famille-là, comme j'étais rentré dans la famille de Marseille qui m'avait accueilli, etc. Même si j'étais un électron libre. Et on est tous devenus très copains en plus parce qu'il y a eu une crise de Lehman Brothers qui nous a beaucoup impacté comme plein d'industries. Et dans ces moments-là, on s'est retroussé les manches très sérieusement. Et il y a eu un sentiment de collectif, un cocon qui s'est formé. Et on est tous restés très longtemps quoi, dans cette aventure. Très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est globalement du noyau dur qui est arrivé en même temps que moi. On est resté au moins 8-10 ans chacun, tous quasiment. Donc forcément, quand on se connaît, qu'on a passé des périodes un peu dures, qu'on est passé par... avec en tout cas avec des hauts, des bas, etc., ça soude, quoi. Et puis en plus, quand on a vécu ça, les personnes qui sont arrivées après, on les a accueillis à bras ouverts, parce que les plus juniors, parce que nous, on savait qu'on était arrivés dans une période un peu difficile, que les anciens, entre guillemets, nous avaient permis justement de passer cette phase-là. Et ben, on a reproduit exactement la même chose avec les autres. Ok, canon. Ouais, donc aujourd'hui, tout le monde n'est plus chez BNP, évidemment, mais on se voit régulièrement et on est devenus des super potes. C'est royal, ça. Tu fais combien d'années chez BNP? Une dizaine d'années? Oui, un peu plus de 10 ans, 11 ans. Ouais. T'évolues, j'imagine, dans la boîte Oui, j'évolue. Alors déjà, j'apprends mon métier. En fait, ça prend du temps, tu vois. Donc la première chose, c'est moi, je me suis dit, bon, la première année, c'est cata. Et la deuxième, c'est que ensuite, je me suis dit, je vais faire ça pendant 2 ans, 3 ans, puis 3 ans, j'aurais fait le tour. Ça, c'est quand ça commençait à bien marcher, quoi. Parce que je me suis dit, c'est bon, tu vois les chefs d'entreprise, tu les places, tu vois les propriétaires et tout. Et en fait, tu montes en puissance. Donc, en tout cas, chez BNP, c'est très, très segmenté, donc tu montes en puissance. Donc ça veut dire qu'au début, tu fais des petites surfaces, quoi, 0,300 mètres carrés. Ensuite, ton seuil de surface augmente, passe de 0,300 à 0,500, à 0,800 et à 0,1000 m². Forcément, un chef d'entreprise qui va chercher 1000 m², c'est souvent une entreprise de 80 personnes, voire des équipes projets d'un grand groupe. Les enjeux sont complètement différents et en réalité, là où je m'étais dit, mais tu vas faire le tour et puis qu'est-ce que tu vas faire après ? En fait, je me suis dit, plus ça allait, et plus je me suis dit, mais t'apprends, parce que juste les problématiques sont bien différentes. Au même titre que quand on évolue, on côtoie aussi des propriétaires différents, avec des enjeux différents. Et ça, c'est un milieu qui est vraiment passionnant, parce que tu discutes avec des professionnels de l'immobilier. En fait, plus ça va, plus tu discutes avec eux. Donc, eux, ce sont des institutionnels, sont souvent des asset managers dans des groupes, dans des banques ou dans des assurances, etc., ou dans des fonds, enfin bon, bref. Et donc, plus tu as d'expérience, plus tu es auprès d'eux. Et là, tu te rends compte que les contextes sont encore différents et tu as plein de choses à apprendre parce que c'est leurs enjeux à eux. Et donc, il faut essayer de bien comme tout, il faut essayer de bien comprendre ton interlocuteur pour bien lui répondre, quoi, ou en tout cas pour bien l'accompagner ou pour bien le conseiller. Et donc, en fait, pendant 4 ans, je me suis éclaté à essayer de comprendre tout ça et à progresser. Ce que j'ai fait. Et après, j'avais toujours eu en moi cette volonté de faire du management. Et on m'en a donné l'opportunité assez tôt chez BNP. Donc, j'ai passé 4 ans en tant que consultant. Et il y a eu une place qui s'est libérée à Paris dans une équipe. Et là, j'ai un peu bataillé pour être manager pour prendre cette place, quoi. J'étais super jeune et donc par rapport à leurs habitudes de manager et tout, et je sais pas, moi, c'était un peu viscéral cette envie d'être manager, de pouvoir accompagner une équipe, ce sens collectif et tout. J'en avais foncièrement envie. Et donc c'est trop cool. J'ai mon manager de l'époque qui m'a fait confiance. Et donc j'ai eu l'occasion à 26 ans, 26 ans, de prendre d'avoir la responsabilité de ma première équipe avec des personnes qui étaient pour la plupart plus âgées que moi et tout, mais on s'en fiche, okay, à la limite. Ouais. Mais plus d'expérience aussi dans le métier. Mais voilà, moi là, je suis passé un petit peu à autre chose. J'avais toujours beaucoup d'opérationnel et tout.
quand je dis opérationnel, c'est des clients à suivre, à accompagner, etc. Mais j'avais cette dimension managériale qui était pour moi un nouvel apprentissage et dans lequel je me suis juste éclaté. Ok, non. Quand tu dis batailler un peu, c'est quoi? C'est un peu de politique interne pour prendre la place et... Plusieurs choses, je pense que... Forcément, il y avait de la politique interne, c'était quand même un grand groupe. À l'époque, on s'appelait vraiment BNP Paribas, on avait changé de nom, on avait changé de bureau aussi, donc on était dans un gros immeuble, tu vois, avec un département, les 400 personnes par niveau, enfin, tu vois, Ok, donc ouais. c'était Grosse voilà, machine, ouais. les strates étaient mises en place, et donc forcément, le contexte politique était plus important. Donc oui, il y avait ce contexte politique. Il y avait, et puis d'ailleurs, pas que managérial, il y avait aussi même... avec les équipes en soi, parce que il y a un moment où il faut aussi du soutien des personnes qui travaillent avec toi pour dire mais moi j'aimerais bien potentiellement que mon manager ce soit X ou Y, mais donc il faut ce soutien d'un peu tout le monde. Et puis après j'ai bataillé parce qu'il fallait aussi démontrer que j'étais tout à fait en capacité de répondre à n'importe quelle situation très opérationnelle cette fois. Et ça faisait 4 ans que je faisais ce métier, j'avais fait mes preuves en termes de résultats, mais d'autres faisaient mieux que moi. Et voilà, donc j'avais pas le droit à l'erreur. Enfin, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, tu vois, c'est quoi un peu le process, tu vois, pour dire ok, je veux ce poste de manager. C'est quoi? Tu prends des cafés avec des gens, Non, mais tu vois, alors déjà, je pense que le process il est ultra perso. Il faut croire vraiment... Enfin, il faut croire... C'est très personnel comme ressenti. Ce sont des convictions. Et donc après, ce que tu mets en place, c'est aussi toi, ta personne, ton tempérament. En fait, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Ouais, ton énergie propre. Ton énergie, ouais. Moi, si j'ai envie de faire un truc... je vais mettre en place mes propres actions, je vais peut-être pas tout faire bien, mais en tout cas, ce sera ultra sincère. Et donc finalement, moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'allais très sincèrement. Déjà, j'étais bien intégré chez BNP, voire très bien intégré chez BNP dans toutes les équipes et avec mon management direct. Ça s'est toujours super bien passé, ça m'a beaucoup aidé, je pense, parce que je pense que j'étais super sincère aussi dans les échanges et tout. Et en fait, c'est juste qu'il faut le dire. Moi, en tout cas, quand j'ai compris qu'il y avait un poste, en fait, j'ai un peu changé de braquet. Et ouvertement, et là, je suis allé voir tout le monde et j'ai dit, moi, en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça et j'ai un peu mené ma campagne. Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Et donc, j'avais aussi réfléchi au sujet, quoi. Donc, mais parce que c'était... pour moi, c'était la suite logique de ce que j'avais envie de faire. Hein, voilà. C'est marrant parce que ça me fait penser à un ami qui, il n'y a pas très longtemps, tu vois, il y avait eu une ouverture de poste pour devenir... peu importe, directeur et tu vois, il me dit, tiens, ils me l'ont pas proposé, quoi. Et j'ai dit, mais t'as dit que tu voulais l'être? Non, mais je pensais qu'il penserait à moi. Mais peut-être que t'aurais pu lever la main et en parler, quoi. Et effectivement, et je pense que c'est un bon conseil, tu vois, juste de dire, dites-le, quoi. Dites que vous voulez ce poste et c'est trop cool, en fait, pour les gens qui sont au-dessus, de dire, ok, lui, il est motivé, il le dit clairement. Parce qu'effectivement, si tu te mets à penser comment pensent les autres, dire peut-être que lui voudrait, ainsi de suite, t'en sors pas, quoi. Donc, c'est évident. Et d'ailleurs, quand ensuite j'ai été manager, mais en fait, c'est la première chose que je disais à mes collaborateurs. Je leur disais, mais si tu veux faire ça, mais dis-le moi. Dis-le aux autres. Ouais. Il faut le faire savoir. Et nous, on n'est pas censé, on n'est pas dans ta tête en soi. Donc forcément, c'est sûr que ça passe par de la communication assez claire et avec des objectifs aussi. Il faut montrer que derrière, c'est pas juste une pensée, c'est structuré, c'est cadré, il y a de l'ambition, il y a il y a un projet, quoi. Il y a un projet. Après, on croit en ton projet, tant mieux. Si on n'y croit pas, c'est toujours intéressant parce qu'il y a peut-être des choses à challenger, parce que dans tous les cas, tu auras appris, quoi. Ouais. Mais voilà, moi, en tout cas, ouais, en fait, je pense que c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne clé, c'est juste de le dire. D'en avoir envie de le dire. Ouais. Après, j'étais hyper investi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais bien installé dans le réseau BNP. J'étais très investi sur tous les projets transverses. Parce que ça faisait aussi peut-être partie de moi et de la volonté de manager aussi, justement. C'est que tous les projets transverses m'intéressaient. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais pas le premier de l'équipe en termes de performance. Parce que moi, le business, j'adorais ça. Je trouvais ça super cool. Mais à côté, j'avais aussi envie de regarder un peu ce qui se passait en marketing et d'aider.
de regarder un peu ce qui se passait en digital et potentiellement d'aider. Tu vois, je te donne un exemple très concret. À l'époque, je m'étais dit, putain, on arrive, l'onboarding de nos consultants. Il n'y a rien. Ils arrivent. Bonjour. Voilà. Alors, si, il y avait une phase d'observation. On a dit, OK, fine, mais en gros, vas-y, plonge dans la piscine, puis on viendra te récupérer. Potentiellement, tu peux quand même te noyer un peu, voire même bien te noyer d'ailleurs. Ouais. Et puis, je l'avais vécu moi-même. Donc, je savais, je connaissais ce truc. Donc, j'avais mis en place à l'époque tout simplement un guide, quoi, un guide d'onboarding avec un espèce de playbook, quoi, aujourd'hui, sur le bon déroulé, ce qu'il faut savoir, enfin, les grandes notions. Quelque chose, en gros... Voilà, je te donne une petite bouée de sauvetage déjà pour t'apporter la matière de notre métier, ce que tu vas faire demain, les interlocuteurs, enfin plein de choses, même un peu de jargon et tout. Voilà, et ça, je m'étais investi là-dessus, pas tout seul, mais voilà, j'avais provoqué ce genre de choses et sur un certain nombre de sujets, ce qui m'avait aussi permis de rencontrer à l'époque le directeur marketing, même le DG de la transaction, avec qui forcément j'avais eu des ateliers de travail, etc. etc. Et voilà, plus t'en fais, plus t'as de retour. Ouais, donc prenez des initiatives, quoi, globalement. Mais oui, moi j'adore. Dans ma boîte, s'il y a bien un truc que j'apprécie, c'est ça. Et après, tout le monde ne prend pas des initiatives, et ça, chacun son truc, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. J'ai en tête, mais je me trompe peut-être, mais t'as des sujets un peu de carotte financière, en tout cas de salaire avec des variables si tu fais tes objectifs et compagnie. C'est un métier qui est très, très orienté là-dessus et qui paye très bien si tu es performant. Enfin, je connais pas, moi j'ai jamais exercé là-dedans, je connais assez peu, mais je veux bien que tu m'expliques un peu ça. Rémunération 100% au résultat, avec une rémunération fixe qui est basse. C'était 21 000 € quand je suis rentré en 2008. Ça, c'était ma rémunération fixe. Ok. Ça n'a pas beaucoup évolué dans notre milieu, dans notre industrie. Ouais. Donc, ce sont des rémunérations fixes qui ne te permettent pas de vivre au quotidien. C'est pas évident, en tout cas, de vivre avec ça. Donc, il faut aller faire de la performance. De toute façon, c'est une rémunération associée ensuite à ta performance. Et donc, ensuite, il y a une partie variable qui, grosso modo, représente à minima 100% d'ailleurs de ta rémunération fixe à objectif atteint. Donc, tout est basé sur un objectif qui est donné en début d'année avec une réalisation d'objectif et des pourcentages sur cette réalisation d'objectif. L'énorme avantage dans 95% de sociétés de ce milieu-là, c'est que le variable est déplafonné. Donc, quand tu exploses ton objectif, tu exploses ton variable, tu exploses ta rémunération globale, et par conséquent, tu peux être amené à être extrêmement bien payé. Ça fait partie des belles, potentiellement, en tout cas pour ceux que l'argent motive, des belles choses de ce métier. Ouais. Après, c'est aussi, ça c'est pour les succès parce qu'il y en a et donc il y a eu des super réussites et donc souvent on parle d'ailleurs de ça, mais au quotidien il faut le gérer. Le fait d'avoir une rémunération fixe qui est quand même relativement basse et encore plus quand tu progresses. Pourquoi ? Parce que quand tu as 23 ans, 24 ans, au final, tu vis avec tes moyens. T'as pas beaucoup de frais, quoi. T'as peu de frais. Quand on a 35 et que tu commences à avoir, que tu es marié, que tu as 2 enfants, t'as la totale. Le 1er janvier de chaque année, tu repars à zéro. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est un métier sur l'objectif. L'objectif est calendaire, donc, et c'est annuel. Donc, tous les ans, tu repars à zéro. Et certes, normalement, tu as de l'expérience, donc tu repars pas tout à fait à zéro, c'est faux de dire ça, mais pour autant, il y a des années qui sont bien plus difficiles que d'autres, ou des marchés qui sont bien plus difficiles que d'autres, c'est quand même là le cas depuis 18 mois, quoi, à peu près. Et voilà, donc il faut aussi avoir les reins solides, et surtout l'esprit serein, parce que la performance n'est pas toujours là, le résultat donc aussi, et la rémunération non plus. Ouais, non, c'est hyper important. Ouais, donc, faut pas non plus trop flamber quand tu fais des superbes années parce que tu sais que les années d'après peuvent être difficiles, quoi. Il faut vraiment être bon gestionnaire. C'est vrai. Et il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'anecdotes de profils de personnes, de consultants qui, avant même d'ailleurs d'encaisser leur commission, se permettaient des extravagances ou quoi, et qui l'ont regretté parce qu'à la fin, ils ne pouvaient plus payer leurs impôts. Voilà. La gestion, c'est la clé. C'est sûr que quand tu n'as pas une rémunération fixe et régulière,
bon, bah, tu peux pas. Enfin, il faut faire attention, tout simplement. Quand tu es manager, tu as aussi un variable Tu as un variable. qui est lié aux performances de tes équipes ou quoi? Les profils, les rémunérations associées aux managers sont quand même très aléatoires en fonction des sociétés et de leur structure, quoi. Très souvent, quand même, on va dire que usuellement, le manager a une rémunération fixe, est un peu plus élevée, mais vraiment pas beaucoup plus. Enfin, ça dépend, mais pas beaucoup plus. A une partie d'objectifs aussi à réaliser en individuel. D'ailleurs, le sujet, c'est que souvent, l'objectif est l'un des objectifs le plus élevé de l'équipe, ce qui n'est pas non plus hyper cohérent avec le fait d'accompagner ton équipe. Ouais, exactement. Okay. Bon, voilà. Et après, donc tu as une rémunération aussi variable associée à cet objectif individuel. Et ensuite, tu as une rémunération qui est associée à l'objectif de ton équipe. Et donc, tu touches à chaque fois que ton équipe encaisse. Mais la proportion et le pourcentage est vraiment très variable en fonction des structures. Ça marche, ok. BNP, donc ça, tu es manager pendant 4 ans de plus Je suis manager 2 ans dans cette première équipe, là où j'arrive, donc je fais 2 ans. Et ensuite, j'ai l'occasion de prendre une autre équipe un peu plus grosse, qui était mon équipe d'origine, d'ailleurs, dans laquelle je suis arrivé. Et j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi, parce que les 6 derniers mois, j'ai été beaucoup sur le projet. Ensuite, j'ai monté une filiale pour BNP. Et donc, j'ai été beaucoup plus sur le projet de cette filiale que mon rôle opérationnel dans cette équipe. Ok, cette filiale, c'était quoi ? Donc, toujours la même chose, tu vois, sur des logiques d'investissement transverse. On avait eu... de temps en temps, on se réunissait pour brainstormer sur qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, hein, comment on peut diversifier un peu nos activités. En tout cas, chez BNP, ils étaient quand même assez sensibles à ça. Et donc, on partait par petits groupes de 30 ou de 40, s'enfermer 2 jours dans un endroit assez sympa pour réfléchir à ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai souvent, voire toujours fait partie de ces groupes de réflexion. Et donc on était parti à l'époque, c'était à Chartres, et on avait pitché, donc on devait bosser 2 jours, hein, c'était vraiment une piscine, quoi. On nous mettait dans la piscine, ça bossait beaucoup, hein. C'était pas forcément pour visiter la cathédrale, quoi. Et donc ensuite on avait nous pitché un projet qui était sur un portail d'annonces, donc vraiment du web, où on met des annonces immobilières, comme ça existe, hein. Et derrière, on y intégrait tout un panel de services associés, en l'occurrence, là, c'était vraiment du bureau, associé à la vie au bureau, par exemple. Je cherche un bureau, ok, mais je vais nécessairement avoir besoin d'un aménageur. Parce qu'il y a un moment, sauf à aller dans un cowork, qui était quand même pas la norme non plus à l'époque, je vais devoir faire des travaux. Et puis, je vais devoir déménager. Et puis, je vais devoir m'équiper. Et puis, je vais devoir gérer, je sais pas moi, le café, etc., etc. Bref, donc toute l'idée, c'était de dire, on peut faire finalement de l'upsell en vendant cette prestation de service via de l'apport d'affaires, donc sans l'internaliser non plus, via de l'apport d'affaires sur un portail web. Et donc, on avait pitché ça, donc on avait remporté le concours interne. Le concours interne, voilà, exactement. Donc moi, donc là, j'étais un peu porte-drapeau du truc. Je sais pas pourquoi, parce qu'on m'avait mis comme ça, tu vois. Donc au final, j'ai pitché le projet, je l'ai pitché chez BNP, et pas que chez BNP Real Estate, je l'ai aussi pitché au groupe BNP, qui a toujours, hein, d'ailleurs, qui était en tout cas très soutien de support de ce type d'initiative, et voilà, et donc ils ont répondu favorablement sur le fait de monter une filiale, et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on m'a proposé. Et puis moi j'ai dit banco, c'est parti. Canon, ok. Ouais, voilà, donc nouveau projet de mon côté. Alors je suis parti vraiment. Je suis quand même parti. Je suis pas parti seul en soi, parce que je faisais partie d'un grand groupe, etc. Mais enfin je suis pas parti avec grand chose. Mais il y avait quand même une enveloppe financière, etc. Et globalement, je suis parti aussi en dehors des murs de BNP. Donc avec une volonté de la part du groupe BNP, enfin quand je dis groupe, c'est Real Estate, de nous mettre dans un environnement qui vraiment favorise le développement en agile, etc. Donc top. Donc voilà, j'ai pris un cowork dans le centre de Paris. D'ailleurs, j'étais avec pas mal de projets innovants du groupe BNP. Donc là, j'ai rencontré pas mal de monde, forcément.
Et puis, j'ai constitué une équipe, tout simplement. Alors, j'étais vachement soutenu en interne par le directeur marketing, enfin, par les soutiens du projet. Il n'y en avait pas non plus 40, mais il y en avait quelques-uns. Et puis, assez vite, j'ai été rejoint par une responsable marketing qui était déjà au marketing de BNP. On est allé recruter un CTO parce que c'était quand même un projet digital. CTO qui est notre actuel CTO chez Split. Ah, canon, ok. Et on est parti là d'une feuille blanche avec quand même... Bon, c'est cool parce qu'on était en dehors des murs et tout, soi-disant relativement indépendant. La vérité n'est pas là parce que dès que tu voulais faire, notamment d'un point de vue technologique, des écarts au process BNP, c'était politique, c'était compliqué. Mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Bon, ça c'est un projet qui a duré... Moi en tout cas, c'est un projet dans lequel je suis resté quasiment 2 ans. J'ai trouvé ça génial. C'était une expérience de dingue parce que j'ai appris énormément de choses. Moi, je connaissais rien au digital, rien à la méthode agile, pas grand chose non plus au marketing. Et puis là, c'était quand même la gestion d'une boîte. Alors certes, c'était que à perte. La première année et demie, on n'attendait rien. Et puis c'était une marketplace sur le principe. Donc d'ailleurs, on n'attendait pas grand chose à une échéance relativement longue, quoi. Une marketplace, en règle générale, il faut aller 3-4 ans après mise en prod pour que ça délivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parti, mais enfin une bonne partie de la raison. Mais donc voilà, en tout cas, sur toute cette partie de constitution, de création, on s'est éclaté. On était une quinzaine à travailler sur le projet avec des externes aussi. C'est de l'intrapreneuriat. Donc tu apprends à entreprendre sans prendre le risque parce que globalement, tu as ton salaire et tu es toujours chez BNP. Enfin, je veux dire, tu as une poche financière qui fait que tu peux le faire et... Ouais, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est un bon premier pas à l'entrepreneuriat, non ? Sur le papier, c'est génial. En fait, c'est génial et pas génial. C'est génial pour le confort que ça t'apporte sur le principe. Et c'est justement toute la contradiction avec un vrai entrepreneur où t'as pas toute la liberté. Qui doit être à milieu du confort pour être bon. Ouais. À l'époque, c'est un truc que je dis régulièrement, mais tu vois, moins t'as d'argent, plus t'es intelligent. D'accord, mais en fait, ça marche aussi pour moins t'es confort finalement, plus t'avances, plus tu te poses les bonnes questions, etc. Je dis pas, moi en l'occurrence, dans mon cas, c'est sûr que j'avais ma position qui était relativement confortable, mais après, j'étais dans l'inconfort total de toutes mes missions. Enfin, vraiment, je suis parti quand même pas mal d'une feuille blanche et tout, et comment ça se fait, et encore plus dans une matière où tu maîtrises pas. Enfin, je veux dire, vas-y, fais une marketplace. Faut peut-être que j'aille chercher des personnes compétentes parce qu'en tout cas, c'est pas moi techniquement qui suis compétent là-dessus. Donc sur tout ça, c'était extraordinaire. C'est ça l'apprentissage le plus qui ressort le plus. Et puis après aussi, même l'environnement politique, quoi. Tu rentres... en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de l'intrapreneuriat et que tu n'as pas ensuite quand tu es entrepreneur, parce que là, tu fais quand même partie d'un réseau. Et donc, en fait, tu apprends de ce réseau. Et quand tu es dans un réseau comme BNP, franchement, c'est tentaculaire. Donc, tu peux apprendre d'un maximum de monde. Et aussi, tu peux complètement te faire bouffer. D'ailleurs, moi, je me suis fait bouffer. Je passais beaucoup plus de temps, notamment à la fin, où le projet, même, il y a un moment, on l'a lancé, et forcément, ça ne correspond pas du tout aux attentes financières, j'entends, du groupe, parce que ce n'était pas la vision qui se faisait d'un business et tout, et que ça mettait du temps. Donc moi, je passais mon temps, 60% ou 70%, à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire aller convaincre les personnes de croire en le projet. Quand tu as la personne qui est responsable du projet qui passe son temps à défendre le projet, je veux dire, c'est de l'énergie qui est franchement gaspillée. Il y a un moment, c'est pas là où il faut être. Heureusement que moi, dans ma boîte aujourd'hui, je suis pas là à défendre mon projet. Allez les gars, tu vois. Non, ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Donc voilà, après c'est toutes les limites de l'entrepreneuriat. C'est après ça que tu montes Split ? Juste après, je me suis dit, ok, cool, l'expérience est géniale. J'ai rencontré du monde, j'ai appris quand même pas mal sur plein de choses, et mais j'ai mes limites. Les limites, elles étaient politiques principalement. Et puis, je sais pas, c'était un peu viscéral aussi, comme le souhait de management. J'avais toujours eu envie de monter ma boîte et je me suis dit, mais en fait, j'aimais beaucoup BNP, quoi. On avait bien aligné nos intérêts depuis le début, il m'avait permis de faire plein de choses, voilà.
Mais il y a un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de partir, faire ma propre aventure. Et si je le fais pas maintenant, de toute façon, je le ferai jamais, quoi. En fait, il y a un moment, j'avais 35 ans. Bon, bah voilà, tu te dis, quand est-ce que. Enfin, en fait, je sais pas, dans ma tête, il y avait C'était pas un maintenant, sentiment quoi. d'urgence, mais il y avait un sentiment de si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Et puis, toutes les planètes s'alignaient pour sortir, pour sortir autant de l'aventure que du groupe. Il m'avait proposé des choses pour revenir et tout, plutôt sur mon métier d'origine. Mais là, l'appel Trop tard, ouais. du large était trop, pour moi en tout cas, et me donnait trop envie. Ouais. Moi, j'ai un peu le même sujet, c'est marrant de anticiper que dans le futur, t'aies pas de regrets. Moi, j'avais un peu ça en tête de dire, j'ai pas envie qu'à 50, 55 ans, je dis, ah putain, il y avait un moment où j'aurais pu créer ma boîte, je l'ai pas fait, tu vois. J'ai très peur de ça. Donc, c'est un peu ce truc de. Enfin, j'ai l'impression que tu dis ça aussi de. Non, vas-y, il faut y aller, quoi. Il faut le faire et allons-y. Et puis en plus, ouais, t'as eu un peu ce goût en faisant la boîte en interne. J'imagine que tu dis, attends, si je pouvais faire tout ça sans avoir finalement la politique interne à gérer, pas mal, quoi. Ouais, c'est ça, et ça m'a quand même donné des billes aussi, tu vois, la partie administrative, financière et tout. Moi, l'air de rien, à part ma petite équipe, j'avais pas d'enjeu sur les sujets financiers. Enfin, et là, j'ai appris. Puis j'ai appris quand même avec des personnes qui sont super compétentes. Donc, bien sûr, c'était à un tout autre niveau, mais j'ai quand même appris plein de choses, surtout en gestion, en finance. Ouais. Et moi, j'avais aussi ce truc-là de me dire, je sais pas pourquoi, et c'était ça aussi qui était assez ancré. Je m'étais toujours dit, putain, j'ai pas monté de boîte en école. Je sais pas pourquoi. Et c'était le moment. Je devais monter une boîte en école. Je sais pas pourquoi. Et donc, Parce que ça se 10 fait ans. beaucoup. Moi, je viens pas des écoles de commerce, donc je sais pas trop, mais il y avait des gens qui montaient des boîtes en école. J'avais cette espèce de truc en tête qui me disait, mais putain, si tu l'as pas fait en école, t'avais aucun risque à prendre. T'avais vraiment, tu t'en fichais complètement et tu l'as pas fait. Et maintenant, t'es dans une relation, enfin, t'es dans un environnement relativement confort, t'es dans une situation confort et tu vas te remettre à risque. Et puis, en fait, plus ça allait, plus c'était le cas. Et en fait, donc je sais pas, j'avais une espèce de petite voix off là qui me disait, ah là là, il fallait que tu montes en école, tu l'as pas fait. Et au final, c'est aussi ça, le truc. Je me suis dit, mais attends, t'avais déjà ça, tu vas pas te dire dans 10 ans, chez BNP ou ailleurs, peut-être que je serais. Mais bon, bref, je serais reparti sur une aventure qui n'était pas entrepreneuriale. Ah, tu vas regretter de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Donc en effet, il y avait ce truc, faut pas regretter. Globalement, plus t'avances et plus t'as de frais, quoi. Plus t'as un emprunt bancaire potentiellement élevé, plus t'as des enfants qui grandissent. Plus t'as des habitudes de vie. Voilà, plus t'as des habitudes de vie. Alors après, tu peux, bien sûr, tu modules, et puis c'est pas en soi, enfin c'est pas une fin en soi. Mais les habitudes, tu les prends quand même, on les prend tous assez. Enfin, en tout cas, je les prends assez facilement, quoi. C'est dur de s'en défaire. D'un point de vue perso, quand tu as décidé de créer ta boîte, tu avais déjà une femme, des enfants. Ta femme, elle était OK Bah écoute, je venais d'être papa de mon premier. Juste quand je suis parti de BNP. Quelques mois avant. C'était en moins, c'était un peu comme le management. Donc, et puis en fait, même sur le projet de la filiale, là, de LifeEase, je passais beaucoup de temps en fait à bosser. Beaucoup. Donc elle s'est pas dit, waouh, tu vas monter une boîte, je vais te voir encore moins. Elle s'est dit, bon, de toute façon, son truc, c'est quand même le boulot. Ouais. il y sera, quoi. Et financièrement, il n'y a pas un risque, il n'y a pas un truc en mode, oula, t'es sûr, on vient d'avoir un enfant, en termes de salaire, genre de choses. Non, ça allait. Non, mais elle, c'était pas du tout dans ses appréhensions, quoi. Ok, cool. Et puis voilà, et puis moi je sais pas, j'étais aussi assez confiant sur le fait que ça fonctionne parce que je partais dans un univers quand même que je maîtrisais, et puis je me suis associé avec une personne dont j'avais la confiance absolue que on allait faire du business, du chiffre et en autofinancement. Donc si en gestion on faisait pas n'importe quoi, on devait gagner notre vie, quoi. Okay. Et puis de toute façon, c'était aussi un énorme apprentissage de la logique entrepreneuriale et de se faire financer derrière, donc avec des fonds, quoi, comme si on avait levé des fonds. C'est qu'être dépendant des fonds, moi je trouve que, en tout cas, en l'occurrence, et sur ce projet-là, il n'y a rien de pire. Quand tu es tout seul, tu es agile, tu fais ce que tu veux. Enfin voilà, t'as pas de... Vous n'avez pas levé de fonds chez Split, vous êtes... On n'a pas levé de fonds, mais parce qu'on n'en a pas eu le besoin. Et puis... J'étais quand même sorti un peu échaudé dans le bon sens du terme, mais de cette aventure où quand on te prête, et c'est logique, on regarde, mais de temps en temps, tu dois rendre des comptes. Évidemment, tu dois rendre des comptes.
Moi, ça, c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est plutôt les orientations associées à on te donne temps, donc tu vas prendre telle orientation. Oui, bah, alors dans l'orientation, le temps pour se poser, pour prendre cette orientation-là, parce que après on a nos croyances dans un projet. Donc voilà, on avait envie avec mon associé, enfin cofondateur, de se donner cette croyance-là et de se dire bon bah et puis même de toute façon on repartait dans un job qu'on maîtrisait quand même, tu vois. Tu peux d'ailleurs m'expliquer ce que c'est Split? Ouais. La traduction Non, le métier, on n'a pas Split, expliqué. bien sûr. Alors, Split, nous, on est une agence qui est spécialisée en immobilier d'entreprise, hein, une agence comme une agence immobilière classique, sauf que on est spécialisé pour accompagner les entreprises pour trouver des bureaux. Ça peut être d'ailleurs pour trouver, alors on ne le fait pas encore, mais on le fera demain, des entrepôts ou de la logistique, par exemple. Et on accompagne aussi des propriétaires pour trouver des locataires ou des acquéreurs de leurs actifs. Voilà ce que l'on fait. Et on le fait avec 3 leviers de différenciation. Et c'était toute l'idée de cette création de Split avec mon cofondateur. Et dès le départ, c'était un volet digital. Moi, j'avais l'expérience BNP dans ce métier-là où j'avais bien compris que le digital était assez peu soutenu. Et puis peu maîtrisé aussi par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. On était Split, on l'a créé en 2019. Donc en 2019, franchement, toutes les technos étaient ouvertes. Bref, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Et globalement, on avait fait le constat que nos clients, les clients qui cherchent des bureaux ou même les propriétaires étaient quand même assez peu accompagnés par des outils assez simples mais efficaces, quoi. Et donc nous, le premier point, c'était de se dire on va créer notre propre outil, on le développe en interne, ce sera notre outil métier pour nos premiers clients, c'est-à-dire nos consultants, ça on pourra revenir dessus, et aussi pour nos clients utilisateurs, donc des entreprises, les propriétaires. Voilà, le deuxième levier, c'était aussi de se dire c'est un métier d'expérience. Comment on fait pour que l'expérience utilisateur soit vraiment la meilleure possible, même avec des consultants qui sont plus juniors, qui n'ont pas forcément cette expérience, etc. Et donc, globalement, on a documenté toute la bonne recette du consultant pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et puis enfin, le troisième levier, c'est qu'on avait aussi fait le constat de par nos clients de dire, nous, quand on prend des bureaux, franchement, les honoraires, on se fait tirer dessus. Et ça, on l'a entendu, alors que c'est un simple usage, il n'y a pas de normes, c'est pas réglementé en soi. Et donc, nous, on a lancé Split avec la volonté de diviser les honoraires par 2, d'où le nom Split. Ça, c'est ce qu'on a fait au tout début. Donc, on est arrivé avec ces 3 axes de différenciation. Sur la partie honoraire, on a revu le sujet il y a 2 ans maintenant. On est repassé, on divise plus par 2, mais on est 30% moins cher que tout le monde. Principalement, pas du tout pour des questions économiques, mais plutôt pour des questions d'appréhension, de compréhension de la part de nos clients et de retour de nos clients qui ont dit à 7,5 ça fait cheap, et plutôt à juste titre, notamment avec l'expérience client que vous nous offrez. Okay. Donc voilà, donc on est revenu là-dessus. Et donc Split aujourd'hui, on est 28, on est présent principalement à Paris, on a une antenne à Nantes, et ensuite on a fait un peu plus de 500 opérations, même 800 en tout. Grosso modo, là, notre rythme moyen, c'est 200 transactions par an. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accompagne 200 propriétaires ou chefs d'entreprise pour trouver les bureaux, puisqu'on est principalement spécialisé dans cette classe d'actifs-là. Et on est hyper fiers parce qu'on a fait économiser un peu plus de 5 millions d'honoraires à nos clients depuis le début. Donc c'est quand même beaucoup. Et puis, on a un taux de satisfaction de 100%. Et ça aussi, on est super fiers. En règle générale, on a un super bon taux de recommandation. Tu te dis pas que tu as perdu 5 millions d'honoraires ? Non, je me dis pas que j'ai perdu 5 millions, mais ça, c'est vraiment des philosophies. Mais je me dis au contraire que je vais les gagner demain. Non, mais c'est pour la blague, évidemment. Non, mais certains peuvent le penser. Moi, on me le dit souvent. Donc, tu vois, ça, c'est mon premier réflexe. La digitalisation, un des facteurs différenciants, c'est quoi ? C'est de proposer globalement une plateforme à tes clients pour qu'ils aient accès aux annonces, mettre des filtres et ce genre de choses. C'est exactement ça. Ok. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est simple, mais quand c'est bien fait, ça marche. Mais en fait, quand c'est fait, c'est ça le. Oui, parce qu'en fait, ça n'existait ou ça n'existe pas chez d'autres. Ça n'existait pas. Ça commence un peu à exister. Mais voilà, ça reste encore natif, quoi. Et non, il n'y avait pas d'outils vraiment appropriés. Il faut savoir, en immobilier de bureau, c'est pas tout à fait comme l'immobilier d'habitation. Donc en immobilier de bureau, quand un chef d'entreprise cherche des bureaux, il va pouvoir avoir accès
à quasiment toutes les offres du marché en passant par une seule agence, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse. Parce qu'il n'y a pas d'exclusivité. Pourquoi ? Parce que, alors, il peut y avoir des exclusivités, mais on travaille quand même en intercabinet. Alors ça, c'est très parisien, ce que je te dis, mais plus ça va et plus on tend quand même vers de l'open data, quoi, entre guillemets. C'est pas parce que j'ai un mandat d'un propriétaire que je te donne pas l'information pour que tu viennes avec ton client. En gros, c'est moi j'ai cette offre là, mais tu peux très bien venir avec ton client parce que de toute façon il faut bien que je la sorte. C'est ça mon job. Donc à Paris c'est très normé, c'est-à-dire qu'à Paris on rentre une offre et on la diffuse à tous les confrères pour dire mais venez avec vos clients, parce que de toute façon moi mon job c'est que le propriétaire m'a confié la responsabilité de trouver quelqu'un. D'accord ? Donc c'est hyper ouvert. En région un peu moins, il y a encore, c'est un peu chasse gardée. J'ai une offre, je la garde pour moi, je te dis rien, nanani, nanana, mais ça commence à s'ouvrir. Et donc nous, comme on était quand même parisiens dans la logique de fonctionnement et puis à l'origine de notre lancement, on s'est dit mais attends, en fait on construit une base de données, notre base de données, on construit une plateforme, on y met l'ensemble des offres. Notre job, c'est d'être le plus efficace possible pour nos clients. D'accord ? Donc, en gros, on prend un cahier des charges super précis, super complet de notre client. On lui sélectionne tout ce qui nous paraît le plus cohérent, bien entendu. Ça, c'est notre mission. Mais on laisse aussi l'opportunité au client d'aller voir le marché. Et donc, on ouvre notre plateforme. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on prend un brief de qualité, on y passe du temps, super important, comme ça on ne peut pas perdre le temps ensuite. Et ensuite, on vous donne les meilleures solutions du marché, mais vous pouvez aussi aller voir ce qui se passe et nous pousser les offres et nous dire, et voilà, et avec toute une logique d'interaction, bien évidemment, d'étapes, de suivi de projet, de qu'est-ce que j'ai visité, parce qu'au bout d'un moment, un chef d'entreprise, certes, il y en a qui en visitent 3 offres, et puis ils prennent leur décision. La réalité, c'est qu'une entreprise, en moyenne, met entre 3 mois et 1 an et demi à trouver des bureaux, et que entre 3 mois et 1 an et demi, il y a des étapes, il y a des visites, on oublie ce qu'on a vu. Enfin bon, bref, c'est une logique projet. Et donc notre outil, c'est aussi la manière de faciliter finalement ce process de recherche et le projet associé. Ok, ça marche. Ce que ça veut dire quand tu dis que c'est ouvert entre les agences, par rapport à la commission que tu vas prendre, c'est que tu partages potentiellement la commission avec d'autres agents, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, il y a un partage, et ça, c'est relativement normé. En tout cas, il y a des usages, quoi, et tout le monde est OK là-dessus. Et en fait, c'était ça aussi, le truc, c'était de se dire, nous, on est moins cher sur nos honoraires. Donc, par exemple, tu cherches des bureaux pour ta boîte. Écoute, moi, je suis capable de te montrer tout le marché. D'accord ? Donc, je peux te montrer toutes les offres. Même s'il y a un confrère en face, un autre cabinet en face, tu vas me payer moi parce que je t'accompagne. En tout cas, les honoraires, voilà. Alors, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Et dans tous les cas, je peux te montrer tout le marché et tu vas payer 30% moins cher. Ok. Voilà. Et toi, sur ce que je te rémunère, tu vas en filer une partie Et alors, ça dépend du propriétaire. Tout part vraiment de l'offre. Tu as des propriétaires qui rémunèrent leurs conseils. D'accord ? Et dans ce cas-là, chacun garde ses honoraires. On va dire que 80% de l'usage, c'est ça. Il peut y avoir des exceptions, mais voilà. Et ou alors, tu as des propriétaires aussi qui disent, mais moi, historiquement, j'ai jamais payé un agent, c'est pas demain que ça va commencer. Donc là, ils payent pas d'honoraires, et dans ce cas-là, c'est au client de supporter. En fait, le propriétaire, en disant ça, fait supporter les honoraires au client. Et dans ce cas, tu vas payer aussi des honoraires aux confrères, mais moi, tu garderas toujours ma réduction d'honoraires. Donc, tu gagnes dans tous les cas. La création de boîte, tu t'associes, tu me dis, tu as un cofondateur ? Oui. Enfin, c'est qui ? Tu le trouves tout de suite ? Comment ça se fait ? Parce que c'est une phase importante. Je l'ai trouvé en 4e, parce qu'on s'est rencontrés. Rencontrés en 4e. Okay. Écoute, ouais. J'ai envie. Très naturellement, quoi. On s'est trouvés. Enfin, c'est un peu contradictoire parce que, en fait, donc, c'est un pote d'enfance, quoi. On s'est connus en 4e, on s'est pas lâché, on s'est pas quitté. Et en fait, lui a eu son parcours en immobilier de bureau à Paris, dans différentes structures, plus petites que BNP, mais dans différentes structures, avec aussi un poste de manager sur Paris. Sa dernière aventure, c'était plutôt du conseil utilisateur, donc plutôt des grands comptes à Paris. Donc il accompagnait ces entreprises, des NAFNAF, d'autres, à trouver des bureaux. Okay. C'était son métier.
Et lui aussi, ça faisait 11 ans qu'il faisait ce métier, toujours dans des boîtes, toujours en collaborateur. Il avait une petite aventure entrepreneuriale qui n'avait pas été très concluante, et bref. Et en fait, naturellement, on s'est dit, mais attends, on n'avait jamais bossé ensemble, alors qu'on travaille beaucoup entre confrères, cabinets, etc. On n'avait jamais travaillé ensemble. Jamais. Et moi, je lui ai dit, attends, qu'est-ce que t'en penses Là, on a une fenêtre de tir. Voilà, on a des planètes qui s'alignent, c'est le bon moment. Donc, ça s'est fait naturellement. Mais finalement, on n'avait jamais travaillé ensemble, etc. auparavant. Mais vous étiez amis depuis 30 Ah, ans. on était amis. Non, pas 30 ans, mais, Depuis pas mal de temps, si, parce qu'on s'est connus en quatrième. Je sais pas quel âge t'as, en quatrième, tu dois avoir 14 ans. Et on l'a monté à 35, donc 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est pas 20 mal. ans d'amitié. T'as pas un risque, t'as pas une mini-réflexion quand même sur si ça marche pas ou si on se frite en tant qu'associé, je perds un ami et... Ah si. Franchement, moi, je l'ai pas beaucoup pensé. Je suis pas hyper... Enfin, moi, c'est pas des... je me pose pas trop ces questions-là. Lui, un peu plus, il est plus dans ses réflexions. Il m'avait dit, moi, je te préviens, il y a un truc important pour moi. C'est l'amitié passera toujours au-dessus du professionnel. Voilà, il a posé son cadre. Ok. Et toi, t'as puis, dit non. Et moi, j'ai dit, non, tu rigoles. Et voilà, et je trouve ça cool. Enfin, en tout cas, je trouve ça super bien qu'il l'ait dit. Et je crois que, en tout cas, aujourd'hui, on a une belle aventure et tout, donc tant que ça se passe bien, tu vois ce que je veux dire. Ça peut évoluer, mais cette phrase-là, elle reste bien gravée. Je sais que je l'ai bien à l'esprit. Ok, canon. Comment ça se passe les premiers... donc, tu quittes BNP, tu montes Split, tu parles de digital, mais de ce que je comprends, tous les deux, vous n'êtes pas du monde digital, donc vous recrutez quelqu'un rapidement ou au début, en fait, tu fais ton métier que tu as fait à la BNP classique où tu fais des transactions et tu démarres comme ça. Enfin, comment ça se passe ? Je suis curieux. Tu fais tout, voilà. C'est ça la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur. Non, mais je plaisante un peu parce qu'un intrapreneur fait tout aussi, mais tu te débrouilles, quoi. Donc, tu essaies d'être smart, malin, quoi. Tu te dis, vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? À moindre coût, dans un timing raisonnable et tout, parce que tu as une idée, mais il faut la mettre en place. Et notamment, en effet, l'idée digitale, c'est cool. L'énorme avantage, c'est que moi, je ressortais avec un petit réseau de mon aventure digitale. Là. Donc, en fait, j'ai tout simplement appelé l'externe, le freelance qui nous avait monté une grosse partie du projet. Et je lui ai dit, Baptiste, tu nous aides, c'est pas gratos, hein, tu nous fais un POC. Et puis voilà. Et puis donc il nous a fait une première version de plateforme qui était très orientée propriétaire à l'époque, parce que dans ce sujet-là, c'est qui tient l'offre tient la demande, donc il faut essayer d'aller voir les propriétaires, et c'est pas chose évidente parce que ils ont des relations avec tout le monde, et puis en fait ils attendent pas à ce que tu dises tiens coucou je viens de voir, tout le monde les sollicite en permanence. Et donc nous justement pour les solliciter différemment, on s'est dit on va créer tout de suite un outil plutôt pour eux, pour dire on vous sollicite mais pas de la même manière que les autres, et on a des choses à vous apporter. Pour info, on a créé aussi tout un portail propriétaires où ils peuvent faire un avis de valeur en quelques clics, ils mettent une adresse et ils savent exactement combien ça vaut en temps réel avec la situation du marché, les dernières transactions et tout, un peu comme Meilleurs Agents le fait, tout à fait même comme Meilleurs Agents le fait, mais dans le monde du bureau. Okay. Et ça, c'est ce qu'on a fait très vite. Et voilà, et donc on a fait ce POC-là. À l'époque, ça nous a coûté 30 000 euros. Et puis, en parallèle, on disait à nos clients... on avait cette promesse d'honoraire quand même, donc on disait à nos clients, attends, passe par moi. Alors, on avait beaucoup d'anciens clients qu'on a rappelés. Passe par moi, de toute façon, tu gagnes 50% d'honoraires. Okay, c'est une belle promesse. Ça a marché, tu vois. Ça a marché assez vite. Ça, il n'y a pas de problème à le faire. Enfin, je veux dire, d'appeler les anciens clients. Tu n'as pas la BNP à un moment qui t'a appelé, qui te dit qu'est-ce que tu fais là les clients, ils sont à tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Moi, je suis pas parti de BNP avec la base de BNP. Hein. Et, tu vois, c'est juste qu'au fur et à mesure du boulot, tu as des relations. Ah oui, en tout cas... je suis parti sans base de données. Ce que je veux dire. Donc je suis juste parti avec ce que j'avais fait avant, et dans ce cas-là, le client, et puis il est libre. Hein. S'il veut pas passer par nous, il passe pas par nous. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on a fait. Moi, j'étais quand même assez vite avec mon associé. On s'est réparti les rôles. Enfin, naturellement, quoi. D'ailleurs, Loïc était très. Donc mon cofondateur s'appelle Loïc Aran. Et lui, il était très sur la partie business. Hein. C'est vraiment son truc. Et donc, il faisait plus de business que moi. Et moi, j'étais sur les premiers pas du digital, de notre POC, l'offre de services qu'on pouvait offrir à nos propriétaires. Enfin bon, bref, et puis aussi un peu sur le développement. Dès le départ,
Moi, dans l'intention, j'étais clair, j'avais pas envie de monter une boîte juste avec Loïc où on allait se regarder tous les matins et hyper content de bosser ensemble parce que c'était le cas. Mais on voulait avoir une équipe. Enfin, ça faisait partie de l'aventure et de monter un acteur qui ait une vraie place dans ce marché-là de l'immobilier d'entreprise. Et voilà, donc assez vite, nos rôles ont été plutôt clairs. Toujours moi avec une petite dimension business, mais plus à la marge par rapport à Loïc. Et puis, après, on est monté en puissance. Voilà, on a eu notre premier stagiaire assez vite, mais plutôt, tu vois, pour gérer justement des sujets de base de données, etc., qui était super content d'être entre Loïc et moi. Je pense que ça n'a pas été si simple, mais on essayait de bien l'accueillir, de bien l'intégrer et tout. Et voilà, il s'appelait Louis. Et puis ensuite, on a assez vite, en fait, on s'est dit, enfin, ça a été très clair, il faut qu'on aille chercher des ressources complémentaires. Et il fallait aussi qu'on fasse nos preuves. Donc, aller chercher des ressources complémentaires sur des métiers qui sont quand même des métiers un peu de niche, où le confort, quand on y est depuis longtemps dans une certaine structure, est prédominant, c'était pas évident. Et donc, il y avait 2 impératifs pour nous. C'était trouver quelqu'un qui soit capable de nous faire la tech. Ça, c'était obligatoire parce que, certes, le POC ne nous avait pas coûté super cher, mais derrière, il n'y avait plus d'évolution. Ouais, plus de maintenance, plus d'évolution. C'était un instant T. Et donc, c'était pas le projet. Le projet, c'était d'aller beaucoup plus loin. Et le deuxième sujet, c'est que il nous fallait de la ressource commerciale pour faire du business. Et donc, là, c'est ça l'avantage de monter une boîte plus tard, c'est que tu as un réseau quand même. Tu t'es fait un petit réseau. Et donc, je suis allé voir François Bulto, qui est devenu CTO et associé de l'aventure, et qui avait donc développé toute la partie tech de LifeEase. Et puis, Paul Grandchamp, qui est le 4e associé, et on est toujours tous les 4 aujourd'hui, 5 ans plus tard. Et donc les deux, Paul Grandchamp qui est Head of Sales, qui avait aussi un background en immobilier de bureau chez BNP, que j'avais recruté dans une de mes équipes, et qui ensuite était monté en créneau de surface, etc., chez BNP. Et donc Paul nous a rejoints, et donc voilà, assez vite on s'est retrouvés tous les 4, un an après. Et puis après, l'aventure a réellement cranté au final, parce qu'on a recruté plus de monde. Voilà, pas mal. On a eu des aussi, on a attiré des personnes, notamment de chez BNP, qui sont venues pour le projet, des profils commerciaux, et qui fait que la boîte a progressé assez vite avec des résultats sympas. Voilà comment ça s'est passé. J'ai plusieurs questions. Les 2 associés que tu intègres, j'ai oublié leur prénom. Mais... Paul et François. Paul et François. Tu les intègres un an après, tu les intègres, donc ils ont une part au capital, si je comprends bien, en tant qu'associé. Tu fais ça parce que c'est des ressources qui sont vitales ou t'as pas les moyens de les payer, donc c'est un peu une façon de les amener. Enfin, tu vois, comment ça se... Alors, c'est une bonne question. Je les ai associés pour 2 raisons. Pas parce que j'avais pas les moyens de les payer, en soi, on avait les moyens de les payer, mais... parce que en fait on se connaissait, on avait déjà travaillé ensemble, et donc j'étais hyper confiant dans leur capacité à apporter au projet et à délivrer. À la limite, moi je les connaissais bien, c'était Loïc qui les connaissait pas. Donc moi, alors il connaissait un petit peu, mais enfin très, très à la marge. Donc c'était ça le sujet, c'était plutôt de se dire est-ce que la mayonnaise va prendre à 4, etc. Mais donc moi je voulais vraiment les associer dès le départ. Et puis, parce que je les connaissais, il y avait ce degré de confiance, et parce que j'étais absolument convaincu de tout l'apport, surtout, et ça c'est la deuxième raison, qu'ils pouvaient, sur le projet à moyen et long terme, et de ce que ça allait concrètement nous apporter d'être à 4 versus 2. Ouais. Et donc je me suis dit, mais cet apport-là, on en a besoin dans le projet pour passer la dimension, en tout cas pour arriver à la dimension qu'on souhaite. Et ce sont les meilleures personnes pour le faire. En tout cas, j'en étais convaincu à l'époque, et d'ailleurs je le suis encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Ouais. Canon. L'autre question que ça m'amène, c'est le sujet des honoraires. Les honoraires sont réduits, mais est-ce que potentiellement pour les commerciaux, les consultants que tu vas avoir, du coup, en termes de primes, ce genre de choses, ça peut jouer pour eux. Enfin, tu vois, est-ce que ça peut pas être un signal aussi pour dire attends, si je vais bosser chez Split, en fait, mon variable il sera plus petit. Enfin, tu vois. Ouais, c'est une bonne remarque, et c'est tout à fait exact, parce que en effet la base de rémunération variable est sur l'encaissement des honoraires. Donc mécaniquement, quand tu encaisses moins d'honoraires, tu touches moins de variables. Mais le sujet chez nous, c'est qu'on a quand même cette logique de volume qui compense cette soi-disant perte d'honoraires, et aussi un sujet de redondance, de récurrence du business. Donc globalement, les chiffres montrent
avec en plus là maintenant 5-6 ans d'expérience, enfin de recul, que tu vois, un senior chez nous fait en moyenne 560 000 euros d'objectifs, enfin de chiffre d'affaires. Et je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes, à part les très grosses et encore, qui font cette moyenne-là de réalisation. Et avec des top performances qui sont au même niveau que chez les gros. Voilà, donc, Ok, magnifique. donc en fait, ça fonctionne. C'est aussi à nous de leur apporter des solutions à nos consultants pour travailler plus efficacement, pour travailler mieux. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec avec notre outil, qui sert avant tout quand même nos consultants pour qu'ils bossent sur les bons sujets, que leur valeur ajoutée, elle soit sur les sujets les plus importants et tu vois, qu'ils puissent se concentrer là-dessus plutôt que de perdre un temps fou à vas-y, j'organise une série de visites, ça me prend 3 plombes, ou alors je demande à mon assistante et ça coûte quand même des ressources supplémentaires et des allers-retours. Enfin bon, bref. Donc c'est comment on peut optimiser un certain nombre de process via le digital. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue de faire. Et ça permet clairement à nos consultants de travailler avec un confort bien plus important qu'ailleurs. Et alors nous, le consultant, ils s'en rendent pas forcément compte. Ceux qui connaissaient pas le job ou quoi, ceux qui arrivent d'autres cabinets qui débarquent chez nous, franchement, ils nous disent, mais c'est génial ton truc. T'as des données sur les clients qui vont sur ta plateforme? Oui, bien sûr. Tu es capable de qualifier un lead plus ou moins chaud, de dire, OK, lui, il se connecte tous les jours, il va avoir 3 annonces tous les jours. Et donc ça, pour les consultants, c'est vital, j'imagine. Enfin, c'est comme ça un peu que ça marche? Ouais, c'est comme ça que ça marche, entre autres. Mais oui, bien sûr. Super important ça, parce que... Et c'est aussi l'intérêt d'internaliser une solution, c'est que tu t'exploites toi-même, tu joues toi-même avec tes données, quoi. Donc ça, c'est cool, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu prends une solution externe. Et oui, donc on a ça, alors un certain nombre de choses en tout cas, mais tu vois, un truc bête, sur le principe, une fonctionnalité bête, mais un client, donc il reçoit sa sélection, il voit le marché, il te met juste un petit commentaire, l'air de rien. Ça permet déjà, si le consultant le fait, tiens, super locaux, et hop, tu vois, ça rentre dans la tête du client et en fait, il y a un échange qui se crée. Voilà, et c'est clair que de pouvoir gérer un outil et d'y mettre les fonctionnalités qu'on souhaite avec beaucoup d'interactions, avec une visualisation de la data sur, en effet, un tel, il se connecte quand même régulièrement souvent, etc., forcément, ça sert le consultant qui, in fine, débarque au bon moment, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'efficacité, quoi, de passer le bon temps avec le client et pas perdre du temps avec des potentiels clients qui en fait n'ont pas envie. Et puis, en fait, le truc, c'est que là, à la limite, on est juste aux prémices, parce que la réalité, c'est qu'un client, lui, ce qu'il veut quand même, dans 99% des cas, c'est gagner du temps. Et donc, demain, on peut faire plein de choses avec le digital, mais beaucoup de choses. Donc, il y a un certain nombre de chantiers qu'on met en place pour faciliter la décision, des matchings, avec l'IA notamment, où on peut aller beaucoup plus loin que la simple interaction. On peut vraiment aider au process de décision, même à la visualisation du marché d'un point de vue un peu plus générique, pour se dire, je passe pas à côté, le marché en effet c'est ça, et même d'avoir des petites analyses de marché, tu vois. Nous, on est capable, par exemple, de dire à un client, ce que personne fait, parce qu'on le fait vraiment en 3 clics chez nous, de dire, alors, tiens, aujourd'hui, t'es rue Voltaire, place Gralin, ok, tu payes combien? Tu payes tant. Attends, je vais te dire exactement combien ça vaut aujourd'hui, et je vais te dire si t'es dans le marché ou pas. Et ça, on le fait en 3 clics, vraiment comme meilleurs agents, et on a une précision qui est chirurgicale. Alors, pas du tout dans tous les secteurs, parce qu'il faut être bien présent dans un secteur pour pouvoir l'être, parce qu'il faut les informations du marché. Mais aujourd'hui, à Paris, on est ultra fin. À Nantes, on commence à l'être. Et puis, c'est aussi la raison pour laquelle on veut, pour plein de raisons, mais on veut intégrer les régions et relativement rapidement, parce que plus on y est vite, plus on a de la data, et plus cette data, elle est fournie et de qualité. Et il y a de plus en plus d'open data aussi. Vous en servez ça aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, on s'en sert, mais assez à la marge quand même. Parce que alors ça marche très bien sur le sujet de la vente, parce que tout est sur des bases DVM, donc tu as accès et tu peux aller chercher de l'information comme ça. D'ailleurs, tout le monde fait ça. Je pense à Papersimo ou à Explore. Bien sûr, Papersimo, exactement. Les bases locatives, c'est différent parce que
l'information n'est pas communiquée. Il faut vraiment être acteur du marché pour avoir cette information-là. D'ailleurs, nous, elle ne nous tombe pas comme ça tout cru. Donc, il faut qu'on aille la chercher. C'est beaucoup d'appels, c'est du travail. Et donc ça, on le fait au quotidien. Après, sur des marchés, il y a des regroupements. Donc à Nantes, par exemple, il y a l'ONITA. Et l'ONITA, c'est un organisme d'acteurs immobiliers qui se partagent des données de transactions pour qu'il y ait quand même une transparence sur le marché, sur ce qui s'est passé et qu'on puisse, in fine, en faire des études. Voilà. Donc nous, on a intégré l'ONITA. Il y a toujours des petits process d'intégration. Il faut avoir 2 ans d'existence sur un marché pour. C'est ce qu'on a fait. Donc là, on est rentré à l'ONITA, on est super content et on va pouvoir participer. Ça existe aussi. dans chaque ville ? Ça existe dans quasi chaque ville, ouais. Ok, je connais pas du tout. D'accord, ça marche. En termes de chiffre d'affaires, t'es transparent sur le chiffre d'affaires ? Oui, bien sûr. On fait un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Voilà, et on est rentable depuis le premier jour. On a volonté de bien entendu de continuer à être rentable. Ça, c'est royal. C'est royal, mais c'est surtout obligatoire. On est une entreprise, on se pose même pas la question de ne pas l'être. Mais oui, il y a tous les sujets de levée de fonds et compagnie. Tu vois. Ouais. Toi, c'était une volonté dès le départ de dire on bootstrap et on se développe uniquement sur nos fonds. Oui, mais en fait, naturellement, parce que l'activité n'impliquait pas de levée particulière. Je veux dire, on était capable, la plateforme, c'est sûr que d'avoir un département tech, on est les seuls en France à avoir une agence spécialisée en immobilier d'entreprise qui a ce type de département. Donc, du coup, lié aux ressources, tout simplement. Mais pour autant, on n'avait pas non plus besoin d'avoir 50 personnes tout de suite dans l'équipe. On n'est pas non plus, c'est pas de la deep tech qu'on fait. Ouais. Donc, en fait, c'était aussi assez cohérent par rapport au projet. Le projet, quand même, il faut pas se tromper d'objectif. Le projet, ça reste un projet commercial, d'accompagner des clients. Et ça, au final, on est capable de le faire avec ou même sans tech. Nous, on croit très, très fort à ce que la tech nous permette de le faire bien, mieux, vite, tout ce qu'on veut, mais pour autant, la base, ça reste quand même de faire des affaires, quoi. Ouais, ok, canon. Là, aujourd'hui, le marché, il se tend un peu. Enfin, tu disais depuis 18 mois, c'est plus complexe. Toi, de ton côté, il y a quoi ? Il y a des entreprises qui réduisent, enfin, qui baissent la voilure, en tout cas, qui ont moins de salariés. C'est quoi tes enjeux ? Parce qu'il y a toujours des transactions. Il y en a moins. Il y en a moins quand même, ouais. Ah oui. Ouais. En fait, il y a eu une très bonne année juste après le Covid. Vraiment une année rebond, mais je pense que ça a concerné à peu près tous les secteurs. Bon, l'immobilier, c'est un super baromètre, parce qu'en règle générale, quand l'immobilier va bien, ça veut dire que les industries au global vont plutôt bien. Souvent, ça recrute, etc. Bon, quand tu as des tendances macroéconomiques comme on a, avec des incertitudes autant politiques que baisse de l'emploi, etc., forcément, il y a un impact sur l'immobilier. Ça, c'est quand même une raison importante. Et après, il y a une organisation du travail qui a quand même radicalement changé aussi avec le séisme du Covid. Donc, nous, on a vécu un peu tout ça. Et globalement, là, la tendance depuis 18 mois, c'est que le rebond est passé. Donc le rebond, ça a été beaucoup d'entreprises en fait qui se sont réorganisées. D'ailleurs, assez vite finalement, après le Covid. Très souvent d'ailleurs pour prendre un peu moins de surface, mais mieux de surface. Voilà. Et nous, on est une activité quand même qui, quand il y a du mouvement, on a de l'activité, on a un maximum d'activité. Nous, le pire, c'est le statu quo. Toi, tu préfères plus de mouvements sur des petits volumes que peu de mouvements sur des gros, enfin je me rends pas bien compte nous complètement, parce qu'on fait du volume dans notre logique. On n'est pas notre positionnement, c'est pas d'accompagner le CAC 40 dans leur politique d'immobilier d'entreprise, quoi. Donc on fait quand même beaucoup plus du tout venant. Nos clients principaux sont des PME, des ETI, voilà. Et donc après on a des beaux clients avec des projets nationaux, quoi. Mais ça reste quand même le volume. Ça c'est notre truc. Donc nous, quand il y a du mouvement, on est content. Et là, il y en a moins, en fait, tout simplement. Il y en a moins, mais parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'on ne sait pas trop où on va, parce que aussi les chefs d'entreprise sont plus frileux. Et forcément, ça coince un peu, quoi, ça bloque un peu plus. Aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle change de bureau, il faut qu'elle ait un projet concret. Si elle n'a pas de projet concret, elle va peut-être se poser des questions, mais il y a quand même 90% de chances qu'elle reste à sa place. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire si elle reste à sa place, potentiellement, ils peuvent renégocier, on peut éventuellement les accompagner dans cette renégociation, mais sinon, je reste à ma place, donc il n'y a pas de mouvement. Donc nous, on peut rien faire de plus. Et ça, c'est un vrai sujet. Un projet concret, c'est quoi ? C'est
j'ai une croissance soutenue de l'effectif, donc je rentre plus dans mes bureaux. Enfin, ça c'est clair, quoi. Au contraire, j'ai vraiment un sujet j'ai des difficultés économiques et aujourd'hui j'ai un loyer qui représente 15 points de mon CA, c'est plus possible, il faut que je diminue ces coûts-là. Donc ça c'est très concret aussi. Finalement, le reste, projet d'entreprise, image, etc., c'est ultra important. D'ailleurs, je pense que ça va l'être encore plus sur les prochaines années, mais c'est un peu plus secondaire. En tout cas, on peut très bien se dire, attends, je le mets un peu de côté. L'essentiel, là, ça reste quand même de me concentrer sur mon business, ce qui est vrai. Et le défaut, c'est pas le défaut du business, mais j'allais dire, c'est que tu as un business qui est one shot, ou en tout cas, tu n'as pas de récurrence mensuelle ou annuelle. Le seul truc que tu vas avoir, c'est des clients qui t'ont fait confiance une fois, qui vont grossir, qui vont devoir changer de locaux et qui font appel à toi parce que tu as un super service. Tu as réfléchi ou tu as des choses dans les cartons là-dessus de dire attends, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire un peu de récurrence sur certains trucs? Il y a des choses là-dessus ou... Ouais, je pense qu'il y a des choses. Nous, notre métier, il reste quand même un métier one-shot sur le principe, qui l'est pas tout à fait en réalité. Parce que quand on accompagne un client, il y a quand même, en règle générale, il nous fait confiance pour qu'on le réaccompagne. Tu vois. Je te donne 2-3 exemples. On a créé Split en 2019, là on est en 2025. Il y a certaines entreprises qu'on a installées 4 fois en 6 ans. Et donc ça veut dire qu'on était quand même bien présent et qu'on entretient cette relation autant de confiance que de résultats et d'efficacité, parce que sinon ils ne feraient pas appel à nous. Hein. Il y a suffisamment d'acteurs pour faire appel aux autres. Donc il y a quand même cette récurrence-là, et aujourd'hui 40% de notre business, c'est ça quand même. 40%. Ouais. Ok, c'est cool. Donc on a cette récurrence-là. C'est cool quand ça bouge beaucoup. Oui. Non, mais comme tout, d'où le fait que quand il y a un marché qui est moins dynamique, il faut bien aller chercher ce qui bouge. Mais le constat est le même pour tout le monde. Je veux dire, il y a juste moins de business à faire. Donc voilà, ça c'est quand même important. Après, est-ce qu'on peut faire en sorte que le business soit plus récurrent? Alors, il l'est en partie par les propriétaires, parce qu'un propriétaire, alors notamment quand on travaille avec des institutionnels, ils n'ont pas un actif, ils en ont un certain nombre, et par conséquent, avec les propriétaires, on a une récurrence d'activité, de business, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs, et par conséquent, ils ne passent pas non plus que par Split, ils passent aussi par d'autres, et donc voilà. Mais il y a un certain roulement avec les propriétaires, donc ça apporte quand même aussi une certaine récurrence. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce soit plus récurrent? Il faut changer un peu de business model, il faut se diversifier un peu. Donc voilà, nous on a des choses en tête. Est-ce que c'est une fin en soi? Voilà, on sait pas. Voilà. C'est une question ouverte. Moi j'ai pas la réponse. Enfin, on n'a pas la réponse non plus. Ou même la plateforme, tu vois. Est-ce que et ça se trouve c'est déjà le cas, on t'a contacté sur des sujets de plateforme, de dire attends, moi j'aimerais bien utiliser ta plateforme, y avoir accès, avoir une licence, ou j'en sais rien, tu vois. Est-ce que... Oui. Alors oui, on nous a posé la question, autant d'ailleurs des agences que des propriétaires, parce qu'ils l'utilisent sur leur outil pour valoriser leurs actifs, etc. Alors avec des agences, on a fait le choix de conserver notre techno, parce qu'aujourd'hui c'est un avantage différentiel qui est trop important, et puis ça fait partie de notre ADN. Enfin bon bref, donc on veut conserver. Avec des propriétaires, on n'a pas la bande passante aujourd'hui pour proposer un outil qui soit suffisamment ajustable en temps réel pour faire en sorte que le produit soit conforme aux attentes d'un client qui sera hyper exigeant. On n'a pas de service support, enfin bon bref, donc il faut mettre en place toute une organisation, et on reste une boîte, en tout cas on essaie déjà de bien faire ce qu'on a à faire. Ouais, pas se griller sur un truc nouveau qui peut coûter cher. C'est notre stratégie, quoi, et donc et on a du boulot pour essayer de faire au mieux ce qu'on a à faire. Ça marche. Le futur, c'est quoi? Pour Split ou pour... Pour Split, ouais. Si tu sais me prédire le futur pour le non, reste, mais pour l'immobilier entreprise, sinon, mais pour Split, ouais, moi aussi j'aimerais. L'immobilier pour Split, c'est de continuer. Là, on a la volonté de grandir.
mais pas grandir pour grandir. C'est juste que nous, notre job quand même et notre stratégie, c'est de prendre des parts de marché sur des acteurs historiquement présents qui font bien leur job, mais clairement, on peut le faire mieux. On en est absolument convaincus, notamment dans l'accompagnement à l'expérience utilisateur. Voilà, donc on a envie d'être plus présent. Alors encore à Paris, il y a des choses à faire. D'ailleurs sur des sujets de plus en plus précis ou stratégiques, parce que là on a accompagné des entreprises sur des surfaces de supérieures à 5000 m², donc avec des enjeux qui dépassent l'équipe de 50 personnes qu'il faut déménager. C'est vraiment bien au-delà, et ça c'est des sujets qui nous intéressent bien, bien entendu tout en continuant à faire à accompagner les PME, les ETI, etc. Bref, donc ça c'est important, et à Paris on a encore de la place, il y a encore des choses à faire vraiment, et on se met en ordre de marche pour le faire. Et ensuite en région aussi on a une place à prendre, parce que le marché des régions il est super intéressant, parce qu'on y croit beaucoup, et parce qu'il y a aussi ce côté de diluer entre guillemets un peu le risque, c'est-à-dire que plus tu es présent, plus tu as la possibilité, si ça marche peut-être un peu moins à Marseille, ça peut marcher à Nantes, etc. Et puis il y a un vrai jeu de synergie. C'est quand tu es présent à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Lyon, tu as des propriétaires en commun, tu as des clients nationaux, des comptes nationaux en commun, etc. Et donc tu peux vraiment les accompagner sur toutes leurs problématiques. Donc en tout cas, l'avenir de Split, c'est ça, c'est de grandir vraiment de manière plutôt organique, et de mailler le territoire, de continuer force quand même sur notre ADN digital, parce que aujourd'hui un chef d'entreprise, quand je sais pas moi, quand il prend un taxi, il prend Uber, et cette expérience digitale maintenant elle est tellement native pour tout le monde que nécessairement il faut l'offrir quand on cherche des bureaux, et puis pour tout le monde. Donc nous on a envie de continuer très fort là-dedans. Et puis après on s'interdit pas de regarder de la diversification, certainement orientée service. Parce que aussi aujourd'hui, en tout cas on croit assez fort à cette dimension de service, d'apporter du tout en un, de faciliter la vie des gens qui se concentrent sur leur cœur business, et puis voilà. Donc, Et l'idée de ce que tu avais monté en interne chez BNP, de proposer tous les services à côté, il n'y a pas un sujet de réintégration, parce que ça avait l'air d'être une bonne idée. Ouais, on le fait déjà sur le principe en fait d'architecture ouverte, c'est-à-dire que nous on sait pas faire de l'aménagement de bureau en soi. En revanche, on a des partenaires de confiance dont c'est le métier, et qu'on conseille à nos clients, mais vraiment sous forme d'architecture ouverte, c'est-à-dire que eux font appel à qui ils veulent évidemment. Nous en revanche, on a un portefeuille de personnes, d'entreprises qui savent faire ça, et donc on le fait sous ce format-là. Okay. Canon. Bon, c'était top. Et on va s'arrêter là. Je crois que tu as un train en plus. Il ne faudrait pas que tu rates ton train. ça serait dommage. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai une dernière question. On ne l'a pas préparée. Si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. À la fin, on demande toujours si tu as des personnes à nous conseiller pour le podcast qu'on pourrait inviter dans le monde de l'immobilier. Est-ce que tu as une personne qui te viendrait en tête Ah, j'en ai plein. C'est ça mon souci. Au moins une. Il y a des super beaux parcours en immobilier. Il y a des personnes qui sont vraiment... qui ont plein de choses à dire super intéressantes. Alors tiens, je renvoie l'ascenseur, mais je pense j'ai eu l'occasion de faire un podcast. Donc là, c'était mon deuxième, et le premier, j'avais été invité par Mata Capital pour le premier podcast. Et un des fondateurs de Mata, c'est Jean-Baptiste Praca. Et Mata Capital, c'est une super belle success story. Qu'est-ce qu'ils font ? Et ils font principalement de l'investissement immobilier. Voilà, ils se sont diversifiés là sur pas mal de classes d'actifs. Bon, Jean-Baptiste, la boîte tourne super bien. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Ok, canon. Bon, on l'invitera, ça marche. On te suit sur LinkedIn, Alors principalement sur LinkedIn. Ok, Mathieu Lalou. L-A-L-O-U, c'est facile. Exactement, Mathieu Lalou sur LinkedIn. Puis je serais ravi de répondre, d'accompagner un maximum d'entreprises ou quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Ciao. Magnifique. Vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.